midi, venu le moment de la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire, avec les titres de cette actualité chargée ce matin. Bonjour Saveria. Bonjour à tous. Alexandre Benalla, toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur les passeports diplomatiques, une enquête qui a été étendue pour faux et usage de faux. Après un signalement de la présidence de la République, Alexandre Benalla sera bien présent lundi pour répondre aux questions de la commission d'enquête sénatoriale. Dans ce contexte tendu entre l'exécutif et le Sénat, Gérard Larcher monte au front pour défendre l'institution devant la presse parlementaire. Il a défendu le bicamérisme après la lettre d'Emmanuel Macron qui appelle les Français à s'interroger sur le rôle du Sénat. On en parle avec mon invité, la sénatrice Laurence Cohen. Et puis nouveau déplacement sous très haute sécurité pour Emmanuel Macron. Le président passe la journée à Souillac dans le Lot. C'est la deuxième étape du lancement du grand débat national voulu pour répondre à la crise des Gilets jaunes. 700 élus seront présents cet après-midi pour débattre avec le président. Alexandre Benalla, toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur ses passeports diplomatiques, une enquête étendue aux infractions de faux et usage de faux après un signalement de la présidence de la République. C'est ce que précisait le parquet hier soir. Alexandre Benalla sera lui bien présent lundi à 14h pour répondre aux questions de la commission d'enquête sénatoriale. Les explications de Quentin Calmet. À plusieurs reprises, Patrick Stroda se montre agacé. Et par moments même, le directeur de cabinet lâche sa colère contre Alexandre Benalla. Le signe d'un changement de ton, l'Élysée dénonce désormais publiquement le comportement de l'ancien chargé de mission. Depuis décembre, on sait qu'il disposait de 2 passeports diplomatiques, des passeports utilisés une vingtaine de fois selon Patrick Stroda entre le mois d'août et le mois de décembre. Plus grave encore, Alexandre Benalla aurait obtenu un de ces passeports grâce à un faux document. M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée à en-tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Quand on a vu ce document, bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Des auditions qui révèlent aussi des failles dans l'organisation du ministère de l'Intérieur. Car Christophe Castaner le reconnaît, il est impossible techniquement d'empêcher Alexandre Benalla d'utiliser ses passeports diplomatiques. En l'espèce, pour les passeports diplomatiques, qui en plus ne sont pas des passeports biométriques et qui n'ont pas le même niveau d'information, il n'est pas possible aujourd'hui de dire on interdit. Autre dysfonctionnement, au ministère des Affaires étrangères cette fois. Quand Alexandre Benalla se rend au Tchad les 5 et 6 décembre, l'ambassadeur français n'en fait pas mention au ministre. J'ai interrogé le 26 décembre notre ambassadeur sur ce sujet. Il m'a fait savoir qu'il était informé de ce déplacement et qu'il n'avait pas considéré qu'il fallait en faire rapport. Ah bon ? Je lui ai fait savoir que c'était regrettable, il a reconnu que c'était une erreur. Une journée riche en révélations, avec désormais une forte attente sur la suite des auditions, car Alexandre Benalla est le prochain convoqué lundi au Sénat, quelques jours seulement après le déclenchement d'une nouvelle garde à vue dans ce dossier des passeports et du faux à l'Élysée. Bonjour Dominique Rousseau, merci d'être là. Quelles sont les conséquences de cette garde à vue sur le travail de la commission d'enquête sénatoriale ? Alors, en principe, les 2 procédures sont indépendantes. Il y a la procédure parlementaire et la procédure judiciaire. Et les commissions d'enquête parlementaires ne sont pas une juridiction. Elles n'ont pas à établir une responsabilité politique ou pénale ou civile. Elles ont, et c'est la Constitution et le règlement qui le dit, elles ont à établir les faits et sur ces faits à vérifier la manière dont le service a géré ces faits. Donc là, il y a les faits. L'affaire Benalla, les passeports, le 1er mai. Et puis, il y a l'Élysée, comme on dit, qui a géré cette affaire. Donc, la commission d'enquête parlementaire est parfaitement dans son rôle lorsqu'elle se limite à enquêter sur les faits et la manière dont l'Élysée a géré ces faits. Et puis, d'un autre côté, vous avez la procédure judiciaire, où là, sur les délits commis par Benalla, il y a une instruction, d'abord par les policiers, puis le cas échéant par les juges. Et là, on en est aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas
avant, ces derniers jours. Maintenant, M. Benalla est mis en garde à vue. Et par conséquent, les deux procédures qui jusqu'à présent pouvaient continuer... Fonctionner en silo, ce télescope. Et donc il y a une possibilité, imaginez qu'il soit mis en examen, il y a une possibilité là plus de télescopage, mais de superposition. Précisément, à quoi peut-on s'attendre lundi après-midi quand Alexandre Benalla va se rendre devant les sénateurs? Est-ce qu'il peut décider de garder le silence? À mon avis, si la garde à vue se prolonge, voire si M. Benalla est mis en examen et incarcéré de manière provisoire, je pense qu'il ne pourrait pas être entendu par la commission parlementaire lundi. La commission d'enquête sénatoriale doit terminer ses travaux le 23 janvier, la semaine prochaine. Est-ce qu'elle peut, vu qu'il y a des révélations tous les jours, décider d'aller au-delà? Et quels seront le cadre alors de ce travail-là? Quel sera le cadre de ce travail? La durée de la commission d'enquête a été fixée lorsque cette commission d'enquête a été créée. Donc il faudrait, si la commission d'enquête voulait poursuivre ses travaux, il faudrait à ce moment-là une nouvelle commission d'enquête, un nouveau vote pour remettre en place une nouvelle commission d'enquête, puisque c'est elle-même, le Sénat, qui a fixé la durée de cette commission d'enquête qui doit remettre ses travaux. C'est-à-dire que ce qui se passe au-delà, il n'y a pas de prestation de serment? Non. Éric Coquerel, qui était l'invité politique à l'instant, demande l'audition d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça, c'est possible que le Parlement auditionne sous serment le président de la République? Alors, c'est une thèse que j'ai défendue. Donc, lorsque l'affaire Benalla a éclaté, je l'ai défendu d'ailleurs avec vous sur ce plateau, LCP. Je pense que rien dans la Constitution n'interdit d'auditionner le président de la République en tant que responsable de l'administration de l'Élysée. Il n'est pas protégé par son statut? Non, dans la mesure là, on n'interroge pas le président de la République en tant que responsable politique. Si la commission d'enquête décidait d'auditionner le président de la République, il ne lui poserait pas des questions sur pourquoi l'ISF, pourquoi la réforme de la SNCF, pourquoi la réforme de l'université, pourquoi la réforme du Code du travail. Il poserait simplement des questions sur, alors, vous avez embauché Benalla, qui a géré... On poserait des questions sur l'administration de l'Élysée, pas sur la politique. Et je vous rappelle que l'article 67 ou 68 dont vous parlez dit que le président de la République ne peut pas être entendu ni devant une juridiction, ni devant une autorité administrative indépendante. Or, une commission d'enquête, ce n'est pas une juridiction, je le rappelais tout à l'heure, et ce n'est pas une autorité indépendante. Par conséquent, il n'y aurait pas atteinte à la séparation des pouvoirs à ce que le président de la République soit auditionné, mais uniquement sur est-ce que c'est bien vous qui avez embauché M. Benalla, pourquoi les passeports, etc. C'est dit. Merci Dominique Rousseau pour cet éclairage. Merci beaucoup. Rousseau, vous êtes constitutionnaliste. Absolument. Merci beaucoup. Dans un instant, le face-à-face, la deuxième interview politique de cette émission. À tout de suite. Bonjour et bonjour Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin, face à face avec vous. Bonjour Laurence Cohen. Avant de parler bien sûr du reste de l'actualité politique, l'actualité ici au Sénat, c'est l'affaire Benalla, cet énième rebondissement, la garde à vue. Est-ce que là, à ce stade, avec ce qu'on a appris avant-hier, les auditions des ministres Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, vous jugez que nous sommes face à une affaire d'État ? Écoutez, en tout cas, nous sommes face à une sale affaire. Une sale affaire qui, en fait, montre un certain nombre de responsabilités qui touchent l'État. Et je trouve que cette affaire montre l'utilité du Sénat, puisque certains en doutent. Car je crois que s'il n'y avait pas eu le Sénat, eh bien, on n'aurait pas tous les détails de cette affaire et il n'y aurait pas ces auditions qui rendent publics les dysfonctionnements. Éric Coquerel, à l'instant, réclame l'audition d'Emmanuel Macron par la commission d'enquête sénatoriale. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, moi je pense que toute la transparence doit être faite et que puisque le président de la République dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, eh bien il y a des moments où il doit sortir de son silence et il doit s'expliquer. En tout cas, M. Benalla doit donner les éléments nécessaires à boucler l'enquête. Les élus En Marche parlent de règlement de compte politique. Est-ce que le Sénat n'en fait pas trop ? Est-ce que le Sénat n'est pas dans une posture politicienne dans cette affaire ?
Moi, je pense que non, justement, ça marque le souci démocratique, de transparence. Et je trouve qu'à un moment où, dans le pays, il y a des manifestations importantes avec les gilets jaunes, où les gens ont besoin, effectivement, de mesures importantes pour booster leur pouvoir d'achat, je crois qu'il faut raison garder, à la fois faire la transparence sur cette affaire et en même temps entendre les revendications qui se font dans la rue et aussi dans l'hémicycle. Alors justement, dans ce contexte particulier entre le Sénat et l'exécutif, Gérard Larcher a répondu hier à Emmanuel Macron qui, dans sa lettre aux Français, invite à une transformation du Sénat. Gérard Larcher qui a vigoureusement défendu le bicamérisme. Regardez ce reportage de Jérôme Rabier. Il n'avait rien dit depuis la publication de la lettre d'Emmanuel Macron où le chef de l'État interroge les Français sur le rôle du Sénat à une possible réforme. Mais pour sa conférence de presse de rentrée, Gérard Larcher a contre-attaqué, déplorant d'abord la forme. Je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre, ni même que le Parlement allait être questionné. Les deux hommes se sont vus lundi en tête-à-tête et Gérard Larcher a été clair sur son refus de réformer la Chambre haute par référendum. J'ai aussi rappelé au président de la République lundi qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Sur le grand débat national, Gérard Larcher salue une initiative qui fait passer du rond-point à la table ronde, sans toutefois cacher ses réserves. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Il faut être prudent. Il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Enfin, le président du Sénat a salué un retour du chef de l'État vers les maires, en rappelant qu'il l'exhorte depuis des mois à entendre les territoires et ses premiers représentants. Et comme souvent, le président du Sénat a conclu par une main tendue. Je crois que la situation nous amène à la nécessité, sur un certain nombre de sujets, de travailler ensemble. Travailler ensemble pour écouter et essayer de dire ensemble le bien commun. Dire le bien commun, ça doit être notre rôle. Un franc-parler avec des lignes rouges toujours bien dressées, sans fermer la porte au dialogue. Gérard Larcher a finalement fait du Gérard Larcher, rappelant au président de la République qu'il avait aussi besoin du Sénat pour sortir de cette crise. Pourquoi, selon vous, Laurence Cohen, Emmanuel Macron, le président, cible le Sénat de cette façon ? Alors je ne sais pas pourquoi il cible de cette façon le Sénat. Le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale qui a sa couleur politique, n'a pas cette couleur politique du président de la République. Mais moi je voudrais dire que quand on défend le bicamérisme, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de mon groupe, eh bien il faut poser la question de l'initiative législative qui pour l'instant n'est qu'entre les mains de l'exécutif. Il faut arrêter de raboter les pouvoirs des parlementaires, parce que les citoyens demandent plus de pouvoir et ils ont raison parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour les citoyennes et les citoyens, mais les parlementaires voient leur pouvoir d'amendement de plus en plus réduit. C'est ce qui était prévu effectivement dans la réforme des institutions. Et le président Macron légifère à coup d'ordonnance. Le président est en train de redécouvrir les territoires, nous dit Gérard Larcher. Est-ce qu'il a raison ? Écoutez, je pense que depuis des semaines, voire des mois, effectivement, il n'y a plus de dialogue réellement entre le président de la République et les élus, comme il n'y a pas du tout de dialogue entre le président de la République et les citoyennes et les citoyens. Justement, le grand débat national, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher et relancer le dialogue ? Moi, je veux quand même redire que ce mouvement des Gilets jaunes est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que déjà, même si les choses sont totalement insuffisantes, ils ont montré le ras-le-bol des habitantes et des habitants de nos territoires par rapport à l'injustice sociale qu'il y a dans ce pays, à l'injustice fiscale. Et ça fait des mois et des mois que ça dure, c'est depuis le 17 novembre. Et 17 novembre, c'était pas dans un ciel serein. Il y avait des manifestations, des blouses blanches, des blouses noires, des robes noires plutôt, excusez-moi, puisque je pense au monde de la justice. Il y avait les étudiants, les étudiantes, les cheminots et les cheminotes, et tout ça surdité du gouvernement et de
Macron, c'est-à-dire il reste sur les réformes qu'il veut faire et qui vont à l'encontre des intérêts du peuple et des intérêts communs. Le bien commun, Larcher en a parlé, eh bien le pied... Laurence Cohen, là visiblement ils ont fait le choix du dialogue avec ce grand débat. Comment on sort définitivement de la crise des Gilets jaunes? Écoutez, ils ont fait le dialogue, enfin c'est pour ça que je vous dis, à la fois il y a eu des mesures d'urgence qui sont insuffisantes en décembre, qui ont été adoptées, qui n'auraient pas été adoptées s'il n'y avait pas eu ce mouvement. Il y a ce débat qui n'était pas programmé, qui va durer 2 mois, mais on voit bien les limites. C'est-à-dire que le président Macron a cadré ce débat en disant... Moi, dans sa lettre que j'ai lue et relue, il n'y a rien sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien sur l'augmentation du SMIC et des salaires, il n'y a rien sur l'évasion fiscale et il n'y a rien sur l'impôt sur la fortune. Et il veut cadrer dans un sens qui est extrêmement restreint. Et qu'est-ce que voient les gens? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils demandent des augmentations de salaire, par exemple, et une prise en compte du fait que leur pouvoir d'achat est en berne, on dit « Ah non, c'est pas possible, il n'y a pas d'argent ». Mais il y a des milliards d'euros qui sont dilapidés pour les grandes entreprises, les multinationales et les plus fortunés. C'est ça l'injustice. Est-ce que le gouvernement est aujourd'hui encore en capacité de réformer ? Le gouvernement n'a pas la volonté de réformer. Ça dépend ce qu'on entend par réforme. Parce qu'il y a beaucoup de réformes qui sont prévenues cette année, la fonction publique, l'assurance chômage. Oui. Est-ce que ça va se faire selon vous? Mais je pense que ça ne vous a pas échappé que les réformes qui sont prévues par le président Macron et par son gouvernement vont toujours dans le même sens. Et que donc, ça n'est pas ça que les Françaises et les Français attendent. Et qu'en plus, il y a une criminalisation du mouvement social. Parce que il répond à ce mouvement par des violences qui sont quand même importantes de la part d'un certain nombre de policiers. Moi, je condamne toutes les violences. Sur l'utilisation des armes par la police? Mais il faut interdire les flashballs. C'est absolument terrifiant de voir que des femmes et des hommes ont perdu pour certains d'entre elles et eux un œil, sont gravement blessés. Ça n'est pas possible. On n'est pas dans un moment d'émeute qui fait qu'on doit se servir d'armes de cet ordre. Donc voilà. Mais non, le président de la République a toujours fait de la même façon. Il criminalise hier les syndicalistes et encore aujourd'hui, et il continue avec les Gilets jaunes. Merci. Laurence Cohen, vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne. Une initiative intéressante, inédite, de la Chambre de commerce et d'industrie de votre département à propos du point sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur les entreprises. Est-ce que vous êtes concerné aussi par ça? Est-ce que vous considérez que les entreprises qui ont subi de graves pertes doivent être considérées dans cette affaire? Écoutez, ça dépend ce qu'on entend par les entreprises sont impactées. Voilà, ça dépend il s'agit de quoi essentiellement de petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, elles sont impactées par la politique qui est menée par le gouvernement et qui ne va pas dans le sens des difficultés qu'elles rencontrent. Le gouvernement favorise les multinationales. Mais si vous parlez de mon département et d'une actualité qui m'est chère, tout à l'heure, quand je vais vous quitter, je vais aller visiter un EHPAD qui se trouve donc à Fontenay-sous-Bois et qui rencontre donc des problèmes comme l'ensemble des EHPAD avec un personnel en nombre insuffisant. Si vous parlez de l'actualité de mon département, je veux juste me réjouir et conclure par ça. Il y a une grande mobilisation des élus de toute sensibilité politique sous la houlette de Christian Favier, président du conseil départemental, qui fait qu'aujourd'hui, le département du Val-de-Marne existe toujours. Voilà, merci d'avoir été notre invité. Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne, on l'avait compris. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'œil de rubrique habituelle dans un instant. Voilà, c'est l'œil du tweetman, comme presque chaque vendredi. Maintenant, c'est Quentin Calmet de Public Sénat qui est sur ce plateau. Bonjour Quentin. Bonjour avec Cyril. Une multitude de sacs à tweets. C'est ça. Bonjour Saveria. Bonjour Quentin, comme chaque vendredi, on va revenir avec vous sur l'actualité de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et puis cette semaine, bien sûr, on a beaucoup parlé d'Alexandre Benalla. Voilà, l'affaire Benalla, le feuilleton relancé par de nouvelles révélations, par des rebondissements lors des auditions cette semaine au Sénat. Et bien sûr, les sénateurs qui ironisent à l'image de Roger Carucci, dont on connaît l'humour grinçant, et qui résume ces auditions en disant « grand concours de responsables pas informés, mal informés ou informés en retard ». Donc en 2018, l'Élysée, l'Intérieur, les Affaires étrangères communiquaient par pigeon voyageur, ou s'il faisait beau, par signaux de fumée, le nouveau monde se méfiait du téléphone. Il y a toujours le bon mot. Voilà, c'est de l'humour très, très grinçant. Les sénateurs qui ont aussi résumé tous les doutes, toutes les zones d'ombre qui restent après ces auditions, à l'image de Marie-Pierre de la Gontrie, qui a expliqué qu'il y avait le what the fuck du jour qui était décerné. Je vous laisserai traduire, Cyril. What the
choc du jour. Je vais le faire tout de suite. Décerné par à Jean-Yves Le Drian, qui dit apprendre le 24 décembre la visite de Benalla au Tchad, alors que l'allée du continent le révèle le 12 décembre. Et deuxième zone d'ombre, un visa est nécessaire. Donc une note verbale du Quai d'Orsay a dû être adressée aux autorités tchadiennes. Donc vous voyez, derrière le what the fuck, il y a de vraies questions qui restent posées lors de ces auditions. Avec toutes ces nouvelles révélations, les sénateurs ont donc dénoncé les manquements au sein des ministères et au sein de l'Élysée. Exactement, parce qu'au-delà des petits doutes qui restent avec ces auditions, il y a, selon les sénateurs, une affaire d'État. Ils reviennent à cet argument. Regardez Cécile Cukierman qui dit que tout cela peut sembler être des petits détails, mais que l'affaire Benalla, c'est bien une affaire d'État qu'aucune mesure n'a été prise à l'été. Et c'est un autre reproche qu'on a vu, effectivement, le fait que depuis l'été dernier, avec ces auditions autour de Benalla et l'affaire Benalla, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement ni par l'Élysée. Regardez Rachid Temal qui parle de tout ce temps perdu depuis le déclenchement de l'affaire. Pourquoi ni la présidence ou les ministères concernés ne disent pas publiquement que Benalla ment ou n'agissent pas via l'article 40? Et puis les sénateurs ont bien sûr réagi à la garde à vue hier d'Alexandre Benalla. Oui, tout à fait. Et avec aussi une note d'humour. Regardez Nathalie Goulet qui a tweeté la photo d'un célèbre jeu de plateau en expliquant que c'était là la fin provisoire du monopoly de provocation et de mensonges de Benalla qui passe par la case garde à vue après avoir épuisé la pioche passeport diplomatique et la case immunité. De son côté, Esther Benbassa, plus sérieusement, elle a expliqué qu'on commençait à voir à qui Emmanuel Macron avait accordé sa confiance et qu'il a protégé si longtemps un homme faisant 20 voyages, utilisant illégalement des passeports et qui donc, selon Patrick Stroda, pour obtenir un de ces passeports, aurait fait usage d'infos. Et un dernier mot, pour mentionner le message aussi de François Grosdidier qui dit que ils se sont fait balader depuis le début du feuilleton Benalla, mais qu'ils ont bien l'intention d'avoir le dernier mot et d'aller au bout des choses. On termine rapidement avec un tweet un peu plus léger qui a fait sourire beaucoup de monde. Oui, c'est une anecdote de Patrick Stroda qui raconte sa journée de travail du 31 décembre où il est rentré chez lui. Directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Absolument, et dans son audition avant-hier, il a raconté comment le 31 décembre, il rentre chez lui à 22h30 et puis avec un verre de whisky, il va regarder un épisode de Colombo. Ça a fait beaucoup rire les sénateurs. Regardez par exemple Marie-Pierre de la Gontrie qui dit cette phrase où il regarde un épisode de Colombo et une sénatrice en dessous qui réagit: Colombo, une cassette. Donc un niveau de détail. Non, alors elle a tort, il y a des chaînes de la TNT qui diffusent du Colombo. En tout cas, l'audition de Patrick Stroda n'a pas permis de savoir le détail. Voilà donc pour la soirée du réveillon du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Quentin. Merci Quentin. Et aucun tweet de Donald Trump sur l'affaire Benalla. Non, pas encore. Il est occupé par le shutdown. Merci beaucoup. On passe à l'agenda salarial, ce qui se passe évidemment au Parlement. Encore et toujours la grande actualité la semaine prochaine, lundi, à suivre sur notre antenne, c'est l'audition d'Alexandre Benalla, 14h devant la commission d'enquête. Vous pourrez suivre en intégralité cette audition, décryptage, analyse dès 13h30 en direct sur notre plateau. Et puis à 15h30, audition de Vincent Kras, le chef d'escadron de la gendarmerie nationale, poursuivi également dans cette affaire. Le Sénat au centre des choses. Absolument, les sénateurs qui auront beaucoup de questions, notamment sur ce document qu'aurait falsifié Alexandre Benalla pour obtenir un nouveau passeport. Accusation directe de Patrick Stroda lors de l'audition avant-hier devant les sénateurs. Les travaux de la commission d'enquête qui doivent s'arrêter, on l'a dit, la semaine prochaine, le 23 janvier. Et vous suivrez tout ça pour nous, évidemment. Ça va y aller. Merci. On passe tout de suite à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale et nationale, dans un instant. C'est Emmanuel Macron, évidemment, sur tous les fronts, qui est à la une de la dépêche du midi, puisqu'il sera dans le Lot aujourd'hui. Nouveau déplacement sous très haute sécurité pour le président. Il passe sa journée à Souillac, dans le Lot, deuxième étape du lancement du grand débat national. 700 élus seront présents cet après-midi pour débattre avec le président. Syndicats, partis politiques, collectifs de citoyens appellent un rassemblement. Les Gilets jaunes, eux, sont déjà positionnés sur les ronds-points. Bien sûr, cahier de doléances à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le grand journal de la Nouvelle-Aquitaine, l'autre grand journal. 2019 est-il le miroir de 1789 ? La Nouvelle République a eu la bonne idée de se replonger dans les cahiers de doléances de la Révolution française. Plus de 2 siècles plus tard, les revendications présentent des similitudes étonnantes. On peut y voir des parallèles, explique Jérôme Descou, qui est le responsable des archives départementales de l'Indre. On a cette question de la fiscalité qui revient, la volonté d'être entendu au plus haut niveau, moins d'impôts, plus de justice sociale, un meilleur pouvoir d'achat. Les problèmes évoqués par les citoyens sont sans
semblables. Dans les écrits pré-révolutionnaires, on voit une défiance également vis-à-vis de la capitale, les signes d'une fracture territoriale entre la ville et la campagne. Puis sachez que vous pouvez consulter ces cahiers de doléances de 1789 sur le site internet du département. Et puis à la une de La Voix du Nord, le journal dirigé par Pierre Mauchamp et Patrick Jankélévitch, c'est évidemment le Brexit, c'est La Voix du Nord. Voilà, la région de Calais qui se prépare au pire scénario. Faute d'accord, les contrôles pourraient reprendre, ralentir les liaisons. Édouard Philippe sera tout à l'heure à Calais. La France a déclenché un plan lié à un Brexit sans accord. 50 millions d'euros d'investissement dans les ports et les aéroports français, soit les lieux les plus concernés par les modifications à apporter. 600 recrutements seront réalisés dans les semaines qui viennent. Et on termine avec le Progrès, ce sont les cagnottes sur Internet évidemment. 1 400 000 € pour la cagnotte pour les policiers, la cagnotte de soutien aux forces de l'ordre qui sera en partie reversée à des orphelinats d'ordre privé. Ces cagnottes ont maintenant envahi toute la sphère publique pour devenir une nouvelle forme de mobilisation citoyenne. Difficile de savoir précisément qui se cache derrière ces dons, car l'anonymat est préservé sur la plateforme Litchi. Les pseudos sont monnaie courante. Alors la guerre des cagnottes est-elle ouverte? En tout cas, 700 cagnottes ont été ouvertes, ont vu le jour depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup Savaïen, on vous retrouve évidemment lundi. Lundi, notre invité politique, c'est Hervé Morin, le président des présidents de région. Vous savez qu'il fera ses vœux juste après notre matinale avec François Baroin à l'Association des maires de France et Dominique Bussereau, l'Association des départements de France. Et Hervé Morin sera sur ce plateau chez nous. Donc lundi matin, voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et également dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes, on ne l'oublie pas. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. Voilà, demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour le journal des territoires et la matinale qui continue donc le samedi sur Public Sénat. Merci. Très bonne journée, très bon week-end à tous. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce matin. Cette fois, la justice s'intéresse aux différents passeports qu'il a reçus quand il était conseiller d'Emmanuel Macron et surtout à l'utilisation qu'il a pu en faire après son licenciement de l'Élysée. Les enquêteurs travaillent aussi sur les soupçons de faux et d'usage de faux. Il est en garde à vue parce que la justice l'a décidé. Et nous, commission d'enquête parlementaire, on nous a assez mis en garde sur le fait qu'on ne devait pas interférer dans ce qui relève de la justice pour être très scrupuleux sur ce point. Patrick Stroda a également révélé que les passeports diplomatiques avaient été utilisés presque une vingtaine de fois après le licenciement d'Alexandre Benalla. Sans le rôle majeur de la presse, puis de la commission d'enquête du Sénat, à la différence de celle de l'Assemblée, tout ça n'aurait jamais pu apparaître, voire même certains, rappelez-vous, en juillet, considéraient que nous n'avions pas à nous intéresser à cette affaire et qu'Alexandre Benalla était un brave garçon. Ça a un côté quand même assez lunaire. Et ça illustre le fait que manifestement, quand on est proche du pouvoir, il faut un petit peu de temps quand on fait une bêtise pour que la justice commence à s'intéresser à soi. Je suis un peu étonné de cette précipitation à le mettre en garde à vue. Est-ce que précisément c'est pour l'empêcher de répondre au Sénat, puisque vous le savez, à partir du moment où M. Benalla est pris dans une enquête judiciaire, alors le Sénat ne peut pas l'interroger sur les faits qui sont couverts par l'enquête judiciaire. Demain, le président sera à Souillac, où il va refaire un marathon. D'après ce que vous savez, on part sur 5, 6, 7 heures. Il y a des records à battre ou pas? Alors, je ne crois pas qu'on puisse vraiment donner un pronostic sur la durée
durer. Vous avez bien raison. Voilà. Sachant, j'ai dit, on n'avait pas totalement prévu que ça durerait presque 7 heures dans l'heure. Oui, c'est quand même la possibilité de renouer le dialogue, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour, et là, il y a une opportunité. Je veux dire, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Ensuite, il y a certains de mes collègues qui se disent « Oui, mais est-ce qu'on ne va pas être manipulé ?» je ne veux pas l'entendre. Moi, je préfère prendre le risque, parce que si on ne fait rien, c'est la catastrophe. Il a dit, j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, qu'on a jeté une bouteille à la mer, que M. Macron essaie de gagner du temps jusqu'aux élections européennes, que fondamentalement on ne pose pas les bonnes questions. Moi, j'ai lu la lettre aux Français de M. Macron. Il ne parle pas du chômage, il ne parle pas de la question de l'insécurité, il ne parle pas de l'Union européenne. Je crois qu'il y a des vraies questions qui ne sont pas posées aujourd'hui. Au cours des 12 mois qui se sont écoulés, vous avez connu, comme tous nos concitoyens, des joies et des peines et parfois des épreuves. Et pourtant, vous avez toujours été là, disponible, à tout instant, pour remplir les missions que je vous ai confiées.